Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, bienvenue dans votre deuxième Magal West de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 octobre 2024. Pour information, cette semaine, le dernier Magal West sera celui de demain, puisque jeudi, nous diffusons une émission en direct de la Ferrarock, qui est au Festival des Rocomotives, et vendredi est un jour férié. Alors, au sommaire de cette émission, tout d'abord la météo avec de belles éclaircies qui arrivent en fin de journée. De nouveautés musicales avec Malik Douji et Nicole Miglis. Côté musique aussi, la découverte Ferrarock de cette semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à Abracadabra, un album de Claude Pelgag. Côté agenda culturel, j'ai noté un événement pour demain et plusieurs événements dans l'agglomération havraise. Sarah, dans notre reportage, va nous présenter Stéphane et le Sirius, le cinéma en ville, à proximité du quartier d'Anton. Quel est ce cinéma et surtout quels sont ses projets à venir? Sarah a rencontré Stéphane pour nous. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons Andy-Glisse avec notre invité du jour. Et je le disais en introduction d'émission, aujourd'hui, il y aura de magnifiques éclaircies dans votre soirée. Le soleil, lui, va se coucher à 17h42, ce qui signifie moins 4 minutes de soleil sur notre journée. Pour cette fin d'après-midi, au Havre, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va atteindre 15 degrés avec un ressenti de 14. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h direction sud-ouest. En soirée, il y aura de magnifiques éclaircies. La température va retomber à 14 degrés. Et le vent, lui, tournera aux alentours des 7 km/h direction nord-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h46. Il se couchera à 17h40. On va donc perdre 2 minutes de soleil. Demain matin au Havre, ce sera donc un beau soleil sans nuages. La température sera de 12 degrés, la force du vent va osciller aux alentours des 5 km/h direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 85%. Dans l'après-midi au Havre, attendez-vous à pouvoir profiter du soleil. La température sera de 16 degrés et le vent, lui, ne dépassera pas les 8 km/h, cette fois-ci tourné vers l'est-nord-est. Enfin, demain en soirée, le beau temps sera de la partie, température 11 degrés, ressenti 12. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction nord-est. La Coupe de France de football avec l'Olympiakos est passée à côté d'une belle victoire. Margot nous donne plus d'informations dans les informations locales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, tout de suite les informations locales de ce mardi 29 octobre. Football, Coupe de France, l'Olympiakos passe tout près d'un nouvel exploit contre Alençon. Pensionnaire de Régional 2, le club cauchois a largement tenu tête à son adversaire de National 3 dimanche 27 octobre, le poussant jusqu'à la séance des tirs au but dans son petit stade de Crictolès-Neval, où la qualification pour le 7e tour a fini par s'envoler. Originaire du Havre, Clémence Simon sort un ouvrage original sur l'impressionnisme. Clémence Simon vient de publier un livre sur l'impressionnisme à l'occasion des 150 ans de ce mouvement pictural né au Havre. Elle sera d'ailleurs dans la cité Océane en décembre 2024 pour le présenter. Le naturisme sportif au Havre, c'est festif mais aussi sérieux. Chrono, sifflet, juge, les performances étaient prises au sérieux samedi à la piscine municipale du Havre à l'occasion du championnat international de natation. Avec un détail en moins qui faisait de la compétition un événement à part, l'événement était réservé aux naturistes. Le parc naturel lance un inventaire de la biodiversité sur les plateaux agricoles autour d'Yvetot. Les atlas de la biodiversité communale ABC sont des outils du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande pour connaître l'état de la faune et de la flore sur un territoire donné. Un inventaire démarre cet automne 2024 sur les plateaux agricoles du parc. La collaboration de la population est souhaitée.
Arrivent en scène des ateliers rigolos du Musée aux Scènes spécial Halloween. 2 ateliers rigolos organisés ce mercredi 30 octobre au musée de la Seine-Normande de Rive-en-Seine vont permettre aux 3-8 ans de s'immerger dans l'univers d'Halloween. Frisson garanti. Merci de votre attention. Le journal continue avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. J-7 avant la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump prononce en ce moment un discours à Mar-a-Lago en Floride. Le candidat à la Maison-Blanche fustige son adversaire Kamala Harris, estimant qu'elle n'a rien fait pour l'immigration avant de la qualifier de pire vice-président de l'histoire. Kamala Harris, justement, qui devrait lui répondre ce soir depuis Washington lors de son réquisitoire. En France, supprimer un 2e jour férié va dans le bon sens, selon Laurent Saint-Martin. Le ministre du Budget s'est dit aujourd'hui sur TF1 favorable à une discussion parlementaire sur le sujet pour faire des économies. La mesure fera partie des débats au Parlement alors que le projet de loi de finances 2025 est examiné à l'Assemblée. Le chanteur Slimane visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Elle a été déposée par un ancien technicien de sa tournée. Les faits présumés remontent à décembre 2023 après un show à Saint-Étienne. Les préconisations du Vatican pour mieux lutter contre la pédocriminalité dans l'Église. Le rapport vient d'être publié par la commission pontificale pour la protection des mineurs. Rapport qui propose d'améliorer l'accès des victimes à la vérité, de mieux former les personnes chargées de les accompagner ou encore d'accélérer la mise à l'écart des auteurs. Il fait partie des poissons les plus consommés en France et pourtant le thon en conserve serait dangereux s'il est mangé régulièrement. D'après l'association Bloom et l'ONG Foodwatch, du mercure a été détecté sur l'ensemble des 148 boîtes testées en Europe. Certaines conserves présentent même des taux jusqu'à 4 fois supérieurs aux normes européennes. Le parcours du Tour de France 2025 enfin dévoilé, une 112e édition qui se déroulera à 100% en France avec un départ de Lille le 5 juillet pour une arrivée le 27 aux Champs-Élysées à Paris. Les coureurs passeront notamment par la Normandie, la Bretagne ou encore par le mythique col du Tourmalet dans les Pyrénées. Et puis en foot, l'équipe de France féminine se déplace à Genève ce soir. Les Bleus de Laurent Bonadei affrontent la Suisse en amical. Coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne fin de journée. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il se passe plein de choses au Havre en ce moment avec ces vacances scolaires qui se poursuivent, notamment avec une visite d'une brûlerie. Ça se passe demain de 10h30 à midi au 57 rue Moto. Venez découvrir l'art des cafés de Charles Danican. Découvrez tous les secrets de fabrication et de dégustation du café. Au cours de la visite de la brûlerie, vous suivrez tout le processus de la torréfaction. La dégustation vous permettra de découvrir les différents arômes de grands crus ainsi que les meilleures méthodes de préparation. Le tarif est de 3 € pour l'entrée. Réservation obligatoire sur le site Le Havre et Trotta Tourisme. Demain à Fécamp, une méga boom d'Halloween attend les enfants avec DJ Dracula qui accueille les enfants de 4 ans jusqu'à 10 ans. C'est mercredi à partir de 15h30 pour faire chauffer le dance floor dans la salle de l'Union de Fécamp. Tarif 5 €, une seule personne accompagnatrice. Le goûter est offert, déguisement obligatoire. Réservation sur le site de l'Office du tourisme. Et enfin à Sandouville, c'est aussi demain les mercredis nature des vacances d'automne. La réserve naturelle de l'estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Chaque semaine, une activité différente est proposée. C'est donc mercredi à 10h avec la découverte des arbres à partir de 6 ans. Tarif enfant 3 €, premier adulte accompagnant 5 € et gratuit pour les suivants. Réservation obligatoire à communication@maisondelestuaire.org ou sur le site Hello Asso. Vous écoutez Westrack Radio, merci d'écouter le Mag à l'Ouest. Il est 17h08, tout juste passé, et tout de suite notre découverte Ferrarock avec Claude Pelgag. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Claude Pelgag, Abracadabra, est sorti le 11 octobre 2024 chez Secret City. Abracadabra, c'est une quête d'absolu comme un désir de croire encore à quelque chose pour tous les nœuds qu'on doit faire disparaître pour apparaître tel qu'on est véritablement, sans peur et sans gêne. Une formule qu'on aimerait voir tout régler
tout résoudre. Un mot qui se répète en fixant la fenêtre. Je sais pas si tu voles ou bien si tu tombes, si t'attends juste que la neige fonde. C'est la saison que t'affrontes. Tu dis que t'es pas une cause à défendre, que personne pourra jamais te comprendre. C'est la saison qui te trompe. Beaucoup de choses ne font pas de sens. Difficile d'accorder de l'importance. C'est la saison, pas de chance. Si t'effaces tout ce que tu détestes, est-ce que je pars ou bien est-ce que je reste? C'est la saison et je pense que tu as oublié le goût des mangues, la sensation de ma main sur ta jambe. Cette saison nous ressemble. Chaque nouvel album de Chloé Pelgag réitère la place unique qu'elle occupe dans le paysage culturel francophone. Abracadabra n'y fait pas exception. Dès les premiers instants de musique, on constate que les contrastes qui ont toujours fait partie de l'œuvre se sont raffinés, que les images poétiques, puissantes et évocatrices se sont précisées. Entre fragilité et complexité, les envolées mélodiques se fragmentent pour réapparaître transfigurées. Il faut se perdre pour mieux se retrouver. Tant de proverbes, si peu de vérité. Les secondes se changent en éternité. Éternité, c'est éterniser.
Avec Abracadabra, Clopelgag espère qu'une simple formule puisse adoucir ce monde. Elle s'amuse et se questionne entre certitude et angoisse dans une manifeste quête de sens. Un album qui réaffirme ses phénoménales capacités comme compositrice, arrangeuse et instrumentiste et qui fait d'elle l'une des forces créatrices les plus uniques de sa génération. Cet album est sorti le 11 octobre 2024 chez Secret City. Abracadabra de Clopelgag est partenaire Ferrarock jusqu'au 3 novembre 2024. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Clopelgag et son nouvel album Abracadabra. Vous venez de découvrir 2 titres, Le goût des mangues et Pythagore. Ce sont des titres issus de cet album, partenaire cette semaine avec la Ferrarock. Sarah est partie en ville rencontrer Stéphane et le Sirius. Un reportage signé Westrack. Juste après, 2 titres inédits arrivent avec Autographe de l'album Myopia. C'est Nicole Miglis ainsi que Malik Judy avec son titre Vivant. Et puis juste après, on accueille un sujet en interview autour du anti-glisse. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Stéphane, gérant du Sirius. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour discuter de ton parcours et du Sirius. Est-ce que tu peux te présenter ? Ceux qui me connaissent n'ont plus besoin que je me présente et ceux qui me connaissent pas, ils ont beaucoup de chance. Donc, qu'est-ce que j'ai juste eu envie de faire le clown à un moment donné avec le cinéma parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément, qui me plaît encore parfois. Et je me suis toujours dit que même si on n'était pas fils de quelqu'un qui était dans le spectacle, on pouvait quand même y arriver. Or, c'est pas un défi que je me suis fixé, c'est peut-être une inconscience. Est-ce que tu peux présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, la formation que tu as suivie, comment tu t'es construit ? La formation que j'ai suivie, la déformation plutôt, parce que j'ai déformé mes profs. Non, j'ai eu le choix entre le littéraire ou le technique à un moment donné, puisque de toute manière la voie du cinéma il n'y en avait pas. Tout ce que je savais c'est que je voulais ouvrir une salle de cinéma, donc ça changeait pas. J'aurais préféré partir sur le littéraire et je me suis dit que l'électrotechnique allait peut-être plus me servir par la suite. J'ai bien fait, ça permet de faire de l'électricité, ça permet de faire plein de choses. Donc voilà, j'ai fait le parcours obligatoire, après j'ai travaillé et j'ai fait des boulots dans tous les sens pour gagner un peu de sous, jusqu'au moment où j'ai trouvé un fonds de commerce pas cher, évidemment puisque c'était Loriot en 1988, qui était, aujourd'hui on connaît l'université mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant, c'était le quartier chaud du Havre. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit mais il est complètement flingué d'ouvrir un cinéma qui voudrait faire de la R&C au plein milieu des quartiers chauds. Oui, mais avec l'espoir que le quartier chaud devienne un quartier universitaire un jour, et c'est le cas. Ça a mis du temps, c'est vrai, beaucoup. Donc ça m'a permis d'aller faire d'autres métiers pendant que le Sirius était ouvert pour essayer de faire rentrer de l'argent. Alors, il fallait que je fasse vivre ma danseuse, comme disait Jean-Claude Brialy. Je fais des téléfilms pour faire vivre ma danseuse, et moi je faisais des tournées de théâtre pour faire vivre ma danseuse. Du coup, tu décides de t'installer au Sirius. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, l'histoire du Sirius ? Alors comment ça s'est passé ? Alors on va pas se mentir. Dans les pas de porte qui étaient à vendre au niveau du cinéma, il n'y en avait pas beaucoup, et dans ceux qui pouvaient l'être, c'était trop cher pour moi. Donc j'ai pris le Sirius parce que financièrement c'était le seul sur lequel je pouvais y aller. Le Sirius s'appelle Sirius parce que mon père, qui m'a toujours suivi dans mes idées complètement folles, aimait beaucoup l'astronomie. Et c'est lui qui m'a donné le nom du cinéma parce que je lui avais demandé de baptiser le cinéma. Et il a baptisé le nom du cinéma Sirius parce que c'est une étoile montante bleue. C'est pour ça que le Sirius était bleu au départ. Et on est parti. Alors moi j'ai toujours rêvé de travailler un jour avec mon père. Ma mère était décédée, j'avais 3 ans. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec lui. Et en fait ce qui est drôle c'est que c'est lui qui est venu travailler avec moi. Mais on a quand même passé des années ensemble dans le cinéma, à faire vivre d'autres salles en extérieur. Et puis du jour où physiquement il ne pouvait plus, j'ai arrêté, les salles sont redevenues municipales et on a gardé par contre le Sirius. Avec un décroché à un moment donné où le Normandie était à vendre, où on nous l'a proposé, où on a essayé, et puis malheureusement on a été obligé d'arrêter pour des raisons, je dirais, politiques. J'irai pas plus loin. Et bizarrement, quand mon père, quelques temps avant son décès, m'a dit bah voilà, la seule chose qu'on n'a pas réussi ensemble, c'est le Normandie. J'ai eu un jour un coup de fil, 1 an et demi après la mort de mon père, de Jessie qui a repris le Normandie puisque ça appartenait à son père, et qui m'a dit voilà, j'ai le Normandie, oh non, on me parle plus Normandie, ça fait 30 ans, j'en ai ras le bol, j'en peux plus. Ouais, mais là il m'appartient et je vais aller jusqu'au bout.
Je dis bon bah alors donc j'arrive. Donc c'était les murs qui appartenaient à son père et moi mon père me dit ça avant de mourir, donc je me dis bon bah voilà, faut y aller quoi. C'est un héritage en fait que vous avez. C'est un héritage qui est passé quelque part. Donc juste petite parenthèse pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, où se situe le Sirius? Le Sirius, c'est l'angle de la rue du Guesclin et du cours de la République, en face de l'université. Qu'est-ce qui différencie ton cinéma des autres cinémas? Je cherche pas à faire de l'argent. Il y a un minimum de confiserie possible au Sirius, mais je préfère que les gens soient assis au café pour manger leur glace ou manger leur popcorn. D'abord, je trouve que c'est plus convivial, plutôt que de les entendre mâchouiller toute la journée dans la salle de cinéma, parce que c'est quand même franchement emmerdant pour ceux qui regardent un film. C'est clair. Donc oui, on pourrait faire beaucoup plus en confiserie. J'y ai pensé, parce que l'électricité est arrivée à un prix tel et le gaz également. Mais non, je vais casser l'image que j'ai voulu donner du cinéma. T'as voulu que ça reste un lieu de rencontre, donc ton objectif il n'est pas forcément financier derrière, même s'il y a une réalité quand même à prendre en compte. Quels sont tes objectifs pour l'année 2024-2025 ? L'objectif, continuer à faire de plus en plus de monde. Ça, évidemment, c'est un souhait. Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour faire venir du monde en dehors des week-ends ? Parce que les week-ends, c'est bien, mais la semaine, c'est plus faible. Le but, je déteste pas l'argent, faut pas croire ça du tout, et j'ai rien contre les gens qui en ont. Ce que je ne veux pas, moi, j'ai toujours voulu que ce soit un cinéma de quartier. Et quand on me dit ça me rappelle mon cinéma de quartier, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est aussi pour ça qu'il y a des rideaux dans les salles. Voilà, parce que ça représente mon cinéma de quartier. Alors on n'est plus sur les chaises en bois avec qui claquaient quand on les lâchait, mais au moins, bah oui, on se rappelle des cinémas ou des séances. Pour une place, il y avait 2 films et on passait l'après-midi du jeudi, puisque c'était le jeudi à l'époque, l'après-midi dans les salles de cinéma. Donc non, j'ai pas envie de franchir autre chose. Le Sirius est plutôt en accord sur des tas de choses avec Pathé, puisque la carte passe solo ou duo de chez Pathé fonctionne au Sirius. C'est-à-dire que je veux que dans l'esprit des Havrais, il n'y ait pas 2 cinémas qui se font concurrence, mais 17 salles qui sont en commun. Donc si vous avez une carte solo, duo, ça fonctionne au Sirius. Voilà. Les défis principaux que tu mènes, du coup, c'est un peu de fidéliser les personnes qui viennent et de séduire aussi un public à la semaine. Est-ce que tu as d'autres combats actuellement que tu mènes ? On a d'énormes combats puisque on va rentrer sur un terrain qui est un peu dangereux, mais c'est pas grave, j'ai pas honte. On est face quand même aujourd'hui à des groupes importants qui financent les films, qui distribuent les films et qui projettent les films. Je leur suis redevable parce que c'est eux aussi qui sortent de très bons films. On peut parler du Comte de Monte Cristo par exemple, ça en fait partie, donc ça va arriver à 9 millions de spectateurs. C'est formidable, surtout à la fois sur un roman comme celui-là et sur le fait d'avoir conquéri à la fois les jeunes et les moins jeunes. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une mainmise un peu sur les circuits qui empêche de plus en plus les salariés comme moi d'accéder à des films entre guillemets populaires, de qualité mais populaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces films-là me permettent de pouvoir passer des films qui font personne. J'ai pas le choix. Là, on parlait de l'économie, on est en plein dedans. Pourquoi c'est important de vous soutenir ? Faut soutenir le cinéma d'auteur. On est face à des jeunes qui font, et on en fait d'ailleurs plusieurs des soirées courts-métrages, parce que dans ceux-là, il y a les réalisateurs de demain. Et j'ai toujours appris, et j'ai toujours constaté d'ailleurs, que les réalisateurs qui faisaient pas de pognon au départ, dès qu'ils commencent à faire du monde, on les enlève des salles à essai, on les met dans les multiplexes. Bon. On est un peu des laboratoires, mais c'est pas grave, on en trouve d'autres. Si on veut pas qu'à un moment donné, le cinéma coûte très très cher, pour 2 raisons. Soit il n'est pas subventionné comme les circuits, et dans ce cas-là, les places sont chères, soit ils sont subventionnés, et de toute manière, indirectement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un équilibre sans que ça coûte d'argent public. Et sans que ce soit trop cher pour les spectateurs. Donc il faut qu'on arrive à un équilibre de spectateurs qui permettent de pouvoir fonctionner. La Covid ne m'a pas inquiété sur le fond. J'étais à peu près certain que les gens auraient envie de ressortir et d'aller au cinéma. Ça m'a pas inquiété. Par contre, ce que j'ai pas vu arriver, c'est l'électricité et le gaz multipliés par 3. Ça, j'ai pas vu. C'est clair. Parce que toi, du coup, donc tu nous expliquais, il y a une vraie histoire derrière la création du Sirius, donc avec ton papa, notamment. Toi, t'as une passion pour le cinéma ? Moi, j'ai une passion pour le cinéma, j'ai une passion pour l'image. Alors, je sais pas où aller. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais moins de 3 ans, si mon père voulait avoir la paix, il me projetait des diapos. Voilà. Et à partir du moment où il y avait une image projetée, je foutais la paix à tout le monde. Donc il m'a très vite acheté un premier projecteur Super 8 et j'emmerdais personne, je restais dans ma chambre, il n'y a aucun problème. Je passais des après-midi à projeter toujours les mêmes films. Donc ça, je sais pas en plus si c'est sur le film lui-même ou sur la technique. Les deux m'ont toujours plu.
J'avais cette envie du projecteur et cette envie de l'image. Les deux m'ont intéressé. Les moments les plus fous quand on allait au cinéma, c'est quand on était sur des week-ends prolongés. Le dimanche après-midi, on allait au cinéma avec mon père, et si le lundi était férié, c'était doublement heureux parce qu'on y retournait le lendemain. C'est trop bien ça. Mais il y avait toujours des limites. Attention, j'avais un père qui m'a jamais tapé, qui n'a jamais levé la main sur moi, mais qui me donnait des valeurs. C'est-à-dire que suivant les résultats de la semaine, on allait au cinéma ou pas. Bien sûr, c'était le défi, c'était le défi à relever. Voilà. Et est-ce que tu aurais un film à nous donner pour te définir ? Il y en a plusieurs, mais oui, s'il y en a un pour me définir, c'est Cinéma Paradiso. C'est une histoire qui te ressemble, en tout cas qui t'évoque quelque chose ? Oui. C'est ce gamin qui a toujours voulu passer du côté de la pellicule et voir ce qui se passait dans la cabine alors qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Moi, je serais sûrement jamais devenu gérant ni directeur de salle de cinéma si on m'avait embauché, mais personne n'a voulu de moi, donc je vais le faire tout seul. Hein. Les indispensables pour réussir, selon toi, c'est quoi ? Alors, si j'en crois, et de plus en plus d'ailleurs ce que disait De Funès, il y a 80% de boulot, mais il y a 20% de chance. Si on n'a pas les deux réunis, ça fonctionne pas. Donc on peut bosser comme un débile, on s'en sortira. Alors ça doit être ça, j'ai peut-être pas encore eu le coup de chance, c'est possible. Mais depuis 88, je suis encore là, donc je suis quand même content. J'avais que 6 mois à vivre pour les concurrents, je suis encore là et eux sont partis, donc ça va, c'est pas mal. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous donner du coup un avantage et un inconvénient à gérer son cinéma ? Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est-à-dire que quand on quitte le cinéma, quelle que soit l'heure, on se barre avec les emmerdements. Et on va les garder jusqu'à temps qu'on arrive à les évacuer. Pour avoir les films, il faut aller, c'est un tribunal, mais du cinéma, qui s'appelle la médiation du cinéma. Et je dois être à 92 médiations en 30 ans pour obtenir les films. Et je pense que tous les distributeurs sont passés en justice. Je suis passé en justice face à eux, plus que eux face à moi. Ça ne nous empêche pas d'avoir de très bons rapports par moment. Hein. Mais si j'ai envie de défendre quelque chose, je le défendrai. Ça, c'est le bon côté. C'est que je peux défendre un film parce que j'ai envie de le défendre. Je peux reprojeter les films de Delon parce que, même si ça me vaut de temps en temps des remarques de gens parce qu'ils aimaient pas Delon l'homme, moi je suis... c'était pas mon ami, donc c'est un artiste qui pour moi a été extraordinaire. Depardieu est un artiste qui pour moi est extraordinaire. Après, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais je ne suis pas une censure. Tu dissocies l'œuvre de l'artiste ? Absolument. Michel Blanc, je suis très triste, comme beaucoup de gens. Donc il y aura aussi quelques films qui seront reprojetés pour lui. L'exercice de l'État, parce que s'il a eu son César du meilleur second rôle. Grosse fatigue, parce qu'il a eu le Grand Prix du scénario à Cannes. Et puis le dernier, Marilyn et son juge, puisque ça a été tourné au Havre. Donc ton avantage principal, c'est de défendre les films qui te tiennent à cœur. Et l'inconvénient ? L'inconvénient, c'est d'avoir tous les enquiquinements qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, entre la sécurité et le reste, faut trouver au minimum 500 € tous les matins pour dire qu'on va réussir à faire tenir le truc, quoi. Ça, c'est compliqué. On a beau essayer d'avoir des idées, ça marche pas toujours. Et puis les charges ont monté. Donc ça devient très très compliqué. Et je le dis ouvertement, parce que je ne suis pas politique ni politicien. Si quelqu'un veut s'emparer de cette idée, qu'il le fasse. Aujourd'hui, on a les moyens de rétablir un équilibre sur les salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, quel qu'il soit, tout simplement en augmentant les places de 50 centimes ou d'1 euro pour chaque spectateur. Mais à condition que ces 50 centimes ou 7 euros en question ne soient soumis à aucune taxe. Pas de SACEM, pas de TVA, pas de distributeur, pas d'État. Moi, je suis à 117 000 € de fluide par an. Sur 140 000 spectateurs, s'il y avait 1 euro de conservé pour ça, j'aurais aucun problème pour payer l'électricité. Et on ne demande pas l'argent public et on s'en sort. Mais je ne suis pas un politique. Est-ce qu'il y a un événement à venir ici et à ne pas louper ? Toutes les soirées qui sont organisées en rencontres, en débat, sont importantes, toutes, les unes plus que les autres, puisqu'on est sur des sujets totalement différents. D'ici quelques temps, il y aura, avec le festival de BD, le réalisateur qui viendra pour le Sommet des Dieux. Il y a Claire Simon qui va venir présenter son film. Je suis très content qu'il y ait des gens comme Albert Dupontel qui nous suivent et qui reviennent régulièrement nous faire des séances tests et des projections avec ses films. Il n'y en a pas un plus que l'autre, ça dépend des goûts de chacun. Donc là, si tu devais nous citer une nouveauté à venir dans les prochaines semaines, ce serait laquelle ? Aznavour. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu as envie de nous parler ? Les projets, maintenant, j'en ai quand même de moins en moins. J'arrive à un âge où j'en ai plus derrière que devant. Je vais essayer de m'investir le plus possible pour faciliter la tâche à Jessie sur le Normandie.
Je suis pas inquiet sur la salle elle-même. Elle reste emblématique sur cette ville et tout le monde l'aime, cette salle. Mais on va essayer de faire quelque chose du mieux possible pour que les gens ne soient pas déçus. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir, que ce soit au Sirius ou en Normandie? La meilleure des choses, c'est de se rappeler une chose. Quand on regarde un film ensemble en famille à la télévision, quand le film est fini, tout le monde va se coucher. Quand on va au spectacle, quel qu'il soit, vivant ou film, quand on sort de la salle, on en parle ensemble avant de rentrer à la maison. Donc il se passe quelque chose qui se passera jamais à la maison. Il y a un vrai lien qui se tisse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter? Non, mais peut-être à bientôt. Bah, carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous rendre au Sirius, juste en face de l'université. Vous y trouverez de nombreux films. C'était Sarah, merci d'avoir écouté West Track. Reportage signé Sarah sur West Track Radio. Il est 17h32, vous écoutez toujours votre émission Le Mag à l'Ouest avec Lucie jusqu'à 18h. Aujourd'hui, notre invité du jour va nous parler du handi-glisse au Havre. C'est notre invité pour l'interview du jour dans un instant. Le temps de s'écouter deux nouveautés avec Myopia, un nouvel album qui vient d'arriver sur West Track Radio. Le titre s'appelle Autograph et c'est Nicole Miglis, suivi de Vivant, un nouvel album de Malik Judy. On va écouter son titre issu de cet album. Is it that I'm speaking to?
Une bonne fin de journée à vous. Merci de partager ce moment sur Westrack Radio. Malik Judy arrive tout de suite avec son titre Vivant avant de recevoir notre invité du jour. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Des questions surtout, les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Vivant comme je l'attendais. Vivant comme je l'aime. Des questions surtout, joli bout à bout. Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peaux, parler sans un mot. Pardonne-moi d'être insolent, mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Vivant comme je l'attendais. Vivant comme je l'aime. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Vivant comme je t'attendais. Vivant comme je l'aime. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et il est 17h39, merci d'écouter Westrack Radio. Notre invité est arrivé dans le studio, c'est Samuel Michaille, havrais passionné de glisse, et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Samuel. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes passionné par le kitesurf, mais vous êtes aussi professeur et vous avez donné des cours un petit peu partout dans le monde, mais au final vous êtes quand même havrais, j'ai envie de dire havrais de cœur aussi. Dans quel pays vous avez pu donner des cours ? Alors, Havrais est fier de l'être. C'est important de le rappeler, exactement. Et j'ai eu la chance d'aller un peu partout. J'ai eu la chance d'aller au Cap-Vert, j'ai eu la chance d'aller en Grèce, aux Canaries, au Vietnam, en République dominicaine. J'ai fait la Martinique aussi. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé pour justement l'enseignement du kitesurf à travers le monde. Alors là, on parle plutôt du côté valide, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'au Havre, il y a des disciplines handi. Alors il y en a plusieurs, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Handi paddle, handi wing, handi foil. Vous allez nous expliquer aussi un petit peu la différence pour les personnes comme moi qui n'y connaissent absolument rien. Mais vous êtes aussi moniteur de kitesurf et de wing foil. Alors qu'est-ce que c'est déjà la différence entre le kitesurf et le wing foil ? Alors, pour le kitesurf, pour faire assez simple, pour les non-expérimentés, on va dire, c'est ce qu'on peut voir donc principalement au Havre. Donc, c'est une planche au pied, style un snowboard, qu'on peut utiliser dans les deux sens. Avec, donc, on est tracté en fait par un cerf-volant, l'aile de kite. Donc voilà. Et de l'autre, le wing foil, c'est l'autre discipline qu'on peut voir aussi au Havre, où là, on est sur une planche qui vole, avec une aile avant, une aile arrière, qui nous permet d'être au-dessus de l'eau. Ça permet d'avoir moins de frottement et donc du coup de pouvoir naviguer dans des vents plus légers.
Et au niveau de la propulsion, on est aussi avec une voile, mais là qu'on va tenir à main nue, qui va être vraiment le plus ressemblant à de la planche à voile. En fait, c'est juste que là, il va pas y avoir le mât pour tenir et fixer la voile à la planche, mais ça ressemble un petit peu de loin à de la planche à voile. D'accord, ils sont un peu cousins. Oui, dans voilà, les c'est ça, domaines. c'est des dérivés. Alors, il y a des dérivés aussi pour les personnes en situation de handicap moteur. Ça vient d'arriver au Havre, puisque vous travaillez au centre Paul Vatine. Et vous avez donc développé, en tant que moniteur, ces sports handi-paddle, handi-wing, handi-foil. Ces 3 sections même. En quoi elles sont différentes des sections valides ? En quoi elles sont différentes ? En fait, essentiellement sur la modification apportée ou les améliorations du matériel déjà existant. En fait, on utilise exactement les mêmes voiles, exactement les mêmes planches. La problématique, c'était l'accueil de public en situation de handicap, au niveau de la sécurité, mais aussi bien de leur confort. Donc là, il a fallu avoir pas mal de réflexions, d'échanges avec des personnes en situation de handicap pour trouver le meilleur moyen de pouvoir justement pouvoir leur faire ces activités tout en étant, en sécurité, et deux, aussi dans le confort qui est super important. Après, le matériel, comme je dis, reste la même chose. Et là, vous avez énoncé 3 activités et je suis aussi en train de travailler sur une 4e. Où là, ça va être... Parce que le centre nautique Paul Vatine est quand même un centre totalement à la base catamaran. Donc, petit voilier sur 2 coques. Et le but, c'est aussi de pouvoir amener la possibilité aux personnes en situation de handicap de faire aussi du catamaran. Donc, voilà. Alors pourquoi est-ce que les personnes en situation de handicap est un public cible pour cette discipline ? Pourquoi est-ce qu'au Havre, vous avez eu envie de proposer ce type de discipline, surtout vous qui avez voyagé un petit peu partout dans le monde ? Pourquoi revenir au Havre et proposer ça pour les Havrais ? Revenir au Havre parce que j'assume de le dire, c'est la plus belle ville de France. Bon, après, tout le monde ne le sait pas, il faut venir pour s'en rendre compte. Mais parce que voilà, comme vous le disiez avant, je suis havrais de cœur, j'aime ma ville, j'ai ma famille ici, mes amis ici. On a aussi un très beau terrain de jeu. On est quand même une grosse ville nautique. On a une belle régate, la Transjacques Vabre, qui part de chez nous. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup, en fait, le public personne en situation de handicap, c'est effectivement un public particulier, mais qui, je pense, a le même potentiel au final qu'une personne valide. C'est-à-dire que de mon point de vue, c'est même pour certaines personnes, je pense même une force, où certaines personnes, à la suite par exemple d'un accident, vont se découvrir ou potentiellement voir qu'ils peuvent être performants, ou non d'ailleurs. Mais voilà, en fait pour moi c'est pas un frein d'être en situation de handicap. Et justement, on essaye, nous, au sein du club, de justement prouver à ces personnes-là que, effectivement, en apportant quelques modifications matérielles déjà existantes, ils puissent avoir la possibilité de pratiquer comme une personne valide. Et c'est vrai que nous, dans les premiers contacts que nous commençons à avoir, on a des personnes qui pratiquaient déjà avant ou qui souhaitent s'y mettre. Et du coup, c'est pour ça que nous, on veut particulièrement, et c'est vraiment c'est un cheval de bataille au sein de la structure, de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles et leur prouver que oui, il y a une situation de handicap, mais par contre, ça ne s'arrête pas là et que comme monsieur et madame tout le monde, ils peuvent pratiquer des sports, tout type de sport, mais aussi bien les sports de glisse. Mais j'imagine qu'il y avait une demande, parce que quand vous nous parliez donc de la différence entre le kitesurf, le wingfoil, vous nous disiez comme on peut le voir au Havre, c'est vrai que ce sont des pratiques qui sont beaucoup proposées au Havre, et donc pourquoi les personnes en situation de handicap n'auraient pas le droit à ce sport ? Alors, pourquoi ? Non, elles ont le droit, mais après, c'est franchir ce cap en fait. Je pense que je vais prendre un exemple. Au Havre, il y a certaines personnes qui sont quasiment jamais ou pas du tout été au bord de la mer, ou même ne serait-ce que monter sur une embarcation pour pouvoir voir le Havre depuis la baie. Donc ça prouve bien que déjà au niveau, localement parlant, tout le monde n'a pas cette chance-là. Après, effectivement, il faut franchir le pas de se dire j'en suis capable, ce qui n'est pas évident. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre une personne valide et
et en situation de handicap. C'est juste un travail sur soi, et ce travail sur soi, donc ça peut être des appréhensions, des peurs. Justement, il faut que nous, en tant que professionnels, on puisse les aider à justement franchir le pas ou faire ce travail sur eux-mêmes. Et puis on est à une période après JO où on a beaucoup parlé évidemment des Paralympiques, qui a peut-être aussi donné envie à ce public de se dire moi aussi, comme vous disiez, passer le cap, cette force. Vous nous avez parlé d'une 4e discipline qui va peut-être ouvrir, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Vous travaillez dessus en ce moment ? Oui, justement, en fait, ce serait, donc, comme je vous ai dit juste avant, nous on est un club à la base de catamaran. Qui tend à se diversifier dans plusieurs activités nautiques et pas que d'ailleurs. Et en fait, on a déjà les voiliers, en fait. On a déjà les catamarans. La question, c'est que je me pose essentiellement, c'est trouver en fait un siège qui puisse être mis sur un axe rotatif pour passer d'un côté de l'autre du bateau. Parce qu'il faut savoir qu'un bateau, pour que ça marche, que le bateau soit performant, même si on peut rester sur du loisir, il n'y a pas de souci, faut que le bateau reste le plus à plat possible, forcément. Et le vent pousse d'un côté, et le but des personnes sur le bateau, donc une personne ou un équipage, selon la taille du bateau, c'est de garder ce bateau à plat. Et du coup, la problématique, c'est que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas forcément bouger, comme nous, on puisse le faire de façon naturelle. Et donc, de justement travailler et rechercher cette histoire de siège, en fait, qui les accueille sur le bateau, sur cet axe rotatif. Donc là, durant l'hiver, je vais travailler dessus avec des aussi personnes spécialisées. Forcément, je suis en contact, et pour trouver la meilleure solution. Il y a aussi la question budget, forcément, et il y a aussi la question sécurité et le poids aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on trouve quelque chose d'assez léger aussi. Oui, la question du coût doit être importante aussi. S'il y a une question de siège mobile, comment est-ce que c'est quelque chose pareil qui existe, ou est-ce que c'est transformer quelque chose qui existe déjà pour permettre à ces personnes de pratiquer ? Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que ces disciplines, justement, handi, alors que ce soit handi paddle, handi wing, vous les avez vues à l'étranger ? À l'étranger, non. Non, parce que c'est pas que au niveau du handicap ou des personnes en situation de handicap. Je parle au niveau c'est que ils ont déjà peu de moyens. Par exemple, je suis allé au Cap-Vert. Il y a beaucoup, même ça existe au Brésil, beaucoup de touristes, faut dire, qui donnent du matériel ou qui envoient du matériel dans ces pays-là, qui sont pays en voie de développement pour certains. Et du coup, c'est vrai que je l'ai très peu vu. Je le vois en France de plus en plus. J'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un dans le sud de la France avec qui on a pu échanger à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est encore une question faut le dire, de budget, d'argent et de moyens. Et déjà, pour les personnes qui sont valides, en fait, dans ces pays-là, ils ont déjà peu de moyens pour certains. Des planches qui sont souvent, même pour tout le monde parfois, dans certains endroits, fabriquées main, au moins pour la planche. Et pour les cerfs-volants, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais de la récupération. Donc c'est vrai que j'ai pas encore vu ça dans les pays que j'ai pu faire. Donc c'est vraiment une chance d'avoir cette discipline ou ces disciplines au Havre. Mais vous nous le dites, vous avez un échange aussi avec les autres réseaux, les autres centres en France ? Oui, absolument. Je pense que le sport, en règle générale, peut accueillir les personnes en situation de handicap. Il le faut d'ailleurs, c'est hyper important. Après, c'est plus personnel. Il y a des clubs qui vont plutôt tendre vers la compétition, d'autres vers le loisir, et après des activités, ce qu'on va appeler annexes, un peu au bon vouloir de chacun. Moi, c'est vrai que depuis très jeune, j'ai eu dans mon entourage, famille, amis, même dans la scolarité, des personnes en situation de handicap, et c'était un peu un des objectifs de vie, en me disant, si demain je travaille dans le sport, il y a la partie sportive personnelle, faire des compétitions, etc., et de l'autre professionnelle, et d'essayer de pouvoir rendre accessible l'activité potentiellement que je pratique pour ces personnes-là. Alors cette accessibilité, est-ce qu'elle est plutôt loisir ou performance justement pour ces personnes en situation de handicap ? Est-ce que vous allez aller chercher un peu de performance quand même ? Non, c'est un peu double discours, parce qu'il y a d'un côté, comme je disais, ma pratique personnelle où forcément
on va aller chercher la performance. Mais on est dans un monde où tout passe à travers la performance. Mais avant d'être performant, il faut déjà se faire plaisir. Et c'est souvent la chose qu'on va oublier. On fait du sport pour soi-même. On fait pas du sport pour les autres. Après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, on est tous dedans, mais c'est vraiment la partie loisir avant tout, se faire plaisir, découvrir une nouvelle activité ou pratiquer de nouveau pour ces personnes-là. Et après, elles peuvent choisir ou non de potentiellement se tourner vers la performance et les compétitions. À savoir aussi que les activités, par exemple le wingfoil, il existe en compétition, mais pour les personnes valides, mais il n'existe pas à l'heure actuelle pour les personnes en situation de handicap. Donc déjà, on va essayer d'aller de l'avant et de proposer l'activité en sécurité et avec du matériel quand même performant, donc nouvelle génération. Mais on va d'abord aller chercher des sourires et de la confiance en soi avant d'aller chercher de la performance. Puis ce sera peut-être un travail ensemble des clubs justement d'essayer d'amener plus tard à ce que ce soit en compétition aussi. Donc les débutants peuvent tout à fait se lancer. On est une école, donc en fait, comme le terme indique, c'est-à-dire que c'est de l'enseignement, donc effectivement, les gens viennent avec ou sans expérience. Et nous, quand je dis nous, c'est l'équipe. On est quand même 6 à l'année. Potentiellement au minimum 2 voire 3 à pouvoir l'enseigner pour ces personnes en situation là et c'est justement de venir avec juste son plus beau sourire et sa motivation, surtout la motivation qui est importante, ouais, absolument, surtout pour les conditions qu'on peut avoir des fois au Havre, mais voilà, venir et passer un bon moment et après tout viendra en temps et en heure. Pour ces disciplines handi, est-ce qu'il y a plusieurs sections, junior, adulte, ou est-ce que c'est mélangé ? Pas du tout. On accueille tout le monde, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Nous, on s'en fiche. On veut juste que ce soit un moment partagé. Et voilà, ce serait déjà pas mal. Alors, c'est quand le prochain rendez-vous, les entraînements, ça se passe quand ? Alors, au niveau des séances, c'est assez simple. Les gens prennent contact directement au centre nautique Paul Vatine. Potentiellement, ils m'auront directement, puisque effectivement, chaque handicap est différent. Donc, de potentiellement dire oui ou non, parce que malheureusement, si on s'en sent pas capable, on va pas prendre le risque de le faire. Mais après, c'est vraiment la météo qui va le décider. En fait, ça reste des activités aléatoires, en fonction forcément essentiellement du vent, ou non-vent, hein, selon l'activité qu'on veut faire. Mais après, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, parfois samedi, dimanche aussi, s'il faut, en fonction des conditions, entre 9h et midi et 13h30 et 17h. Ou plus, forcément, sur la période estivale, où là, c'est vraiment la météo qui va le décider. Combien ça coûte ces séances ? Alors, les séances, c'est les tarifs que vous allez pouvoir de toute façon retrouver sur le site internet. En moyenne, les séances varient entre 110 et 150 euros. Le matériel est compris, donc aussi bien pour la pratique de l'activité, donc les planches, les voiles, etc. Aussi bien les combinaisons, parce que souvent on nous pose la question, mais la combinaison est mise à disposition. Donc voilà, c'est vraiment le tarif. La séance dure en moyenne 2 heures. Donc voilà, c'est les prix. À savoir aussi qu'il faut pas s'inquiéter, et je me permets de le dire, on est un centre PMR, donc il y a tous les accès, vous doutez bien, parce que c'est bien de faire une activité pour les personnes en situation de handicap, mais il faut aussi les accueillir. Donc on a un grand centre, on a des douches qui sont accessibles PMR, on a les toilettes, on a un clubhouse, on a l'accueil, etc. Donc vraiment, il n'y a aucun souci, et il y a même un parking aussi, avec des places qui sont prévues à cet effet. Donc voilà, faut pas avoir de crainte à ce sujet-là. Vous nous parliez du site, c'est quoi l'adresse du site précisément ? Alors là, c'est... vous mettez juste Centre Nautique Paul Vatine, en fait, sur Google, et vous allez tout de suite tomber sur la page. Après, il y a aussi les réseaux, hein. Oui, Centre Nautique Paul Vatine, Facebook, Instagram, mais le nom du site, c'est ça, quoi. C'est juste vous marquez sur Google et vous allez retomber dessus. Ok. Une dernière question. Alors, on va partir un peu plus loin parce que, en effet, sur l'inclusivité, il n'y a pas seulement pour les personnes en situation de handicap, même si c'est vraiment l'actualité. Vous ouvrez aussi aux jeunes des quartiers havrais peut-être des séances. Est-ce que vous proposez des choses pour justement essayer d'attirer les jeunes qui ne sont pas toujours attirés par ce type de sport ? Ouais, on travaille dessus. Alors, il faut pas oublier que la ville aussi travaille dessus et c'est important de le rappeler.
Il y a des choses qui sont mises en place. Nous, on travaille. Là, on a été mis en relation avec les fabriques à Vresse. Donc, moi, j'étais à la rencontre de pas mal de fabriques. J'espère que l'année prochaine, ça le sera d'autant plus. Mais il y a des activités proposées pour les personnes en quartier prioritaire, effectivement, qui est aussi pour nous un autre objectif. Et pouvoir, une fois de plus, là, sur un autre public à part entière, essayer en fait de montrer et de démontrer que la voile effectivement reste un sport élitiste par le coût du matériel utilisé lors des activités, mais qui peut être pratiqué par tout le monde en fait. Et c'est ça que les gens ont des fois du mal à comprendre ou franchir le pas de venir vers nous, mais n'hésitez pas à venir. Voilà, les clubs et en France, la fédération aussi essaye vraiment d'aller chercher maintenant et d'ouvrir à un plus grand nombre d'entre nous la pratique de ces activités nautiques. Merci beaucoup Samuel. Avec plaisir, merci à vous. Vous trouvez le lien directement vers le centre dans la description de ce podcast. Il est 17h57, on va donc se quitter en musique, direction les États-Unis avec Strange World, l'artiste c'est Lalous. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal West de la semaine, puisque jeudi, nous diffusons une émission en direct avec la Ferrarock, en direct aux Rocomotives. Demain, on parlera bien sûr de cinéma et séries. Très bonne soirée.